Bonjour Antoine Cyr, bienvenue à vous aussi. Bonjour, bonjour. Alors, merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Merci à ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas encore assisté à une matinale. J'espère que vous y allez repartir avec beaucoup d'inspiration, puisque c'est l'objectif qu'on se fixe sur ces matinales, en fait, en interviewant à chaque fois un dirigeant qui vient nous expliquer comment il a impacté, impulsé les changements dans son entreprise. Et Antoine Cyr fera partie de ces dirigeants aussi. Avant de démarrer cette matinale, je voulais, comme je le fais tout le temps, remercier vraiment du fond du cœur les partenaires que nous avons, qui sont des partenaires à titre gracieux et qui nous accompagnent, qui permettent à ces matinales de se diffuser, qui permettent que vous soyez de plus en plus nombreux. Il s'agit de l'association FIPLUS, qui est une association des directeurs financiers, Femmes ingénieurs qui nous suivent depuis tout le début aussi, Lyon Décideur, le magazine La Presse, et puis la BP Aura, qui est aussi notre partenaire depuis quelques années maintenant. Alors, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Muriel Montagnier. Je dirige et j'ai fondé mon cabinet qui s'appelle HMR Consulting depuis 15 ans maintenant. Et puis, plus récemment, en 2019, notre laboratoire stratégique d'innovation du leadership, qui est la Fabrique des leaders éclairés. Alors, chez nous, chez HMR Consulting, depuis 15 ans, nous sommes, ce que j'ai l'habitude de dire, les ostéos des organisations. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos clients qui viennent nous voir, ils ont besoin d'aligner leur colonne vertébrale. La colonne vertébrale d'une entreprise, c'est quoi? C'est 4 points principaux. C'est d'abord la stratégie, la vision. Ensuite, c'est l'organisation qui va pouvoir permettre de déployer cette stratégie. Ensuite, c'est la structure. Et ensuite, et enfin, c'est la culture. J'ai l'habitude de dire que la culture, je la situe comme ça, un peu comme, vous savez, la fin de la colonne vertébrale, la L4, L5. C'est celle qui est vraiment fondamentale aussi et qui permet à tout le reste de s'aligner aussi et qui permet justement au bassin de pouvoir avancer et marcher et voir courir. Donc voilà, tout ça pourquoi? Pour pouvoir aligner et sécuriser l'exécution de la stratégie, pour pouvoir justement faire en sorte de l'accélérer et faire en sorte qu'elle se déploie dans les bonnes conditions et qu'elle produise les effets escomptés, c'est-à-dire la performance de l'entreprise. Voilà, et pour pouvoir exécuter, pour pouvoir justement accompagner et aligner et faire notre travail d'ostéo, eh bien, on a 3 pôles, un pôle conseil, un pôle formation et un pôle coaching. Voilà, moi j'ai ces 3 casquettes-là et je suis aussi le chef d'orchestre de l'ensemble de l'organisation où je vais chercher les pépites pour pouvoir accompagner, pour pouvoir justement à chacun des pôles mettre les bonnes personnes aux bons endroits pour pouvoir justement faire en sorte qu'on puisse avoir l'impact souhaité sur le terrain et avoir des transformations qui soient réussies. Donc voilà, ça c'est pour HMR Consulting. Et puis 2019, création de la Fabrique des leaders éclairés. Et la Fabrique des leaders éclairés, aujourd'hui, c'est 3 espaces. Un espace d'inspiration, c'est là où vous vous trouvez aujourd'hui, c'est les matinales. Donc, chaque mois, j'interviewe un dirigeant qui vient nous expliquer comment il a effectué et réinventé son leadership et celui de son entreprise. Donc, j'en profite pour vous dire que pour ceux qui nous écouteront en podcast, que le prochain invité sera Jean-Yves Courtois, qui est l'ex-dirigeant de Safran AI et qui nous expliquera, lui, quel leadership il faut pour changer d'échelle, c'est-à-dire pour passer d'une start-up à scaler la start-up et apprendre à grandir sans perdre son ADN. Vraiment, joli challenge. Il nous expliquera comment il a fait ça sur plusieurs expériences dans sa vie. Deuxième espace, qui est plus confidentiel, puisque le premier est ouvert à tous, c'est un espace d'expérimentation. Et là, on a effectivement des cercles d'échange de pratiques entre dirigeants pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir justement réfléchir et trouver des solutions en intelligence collective. Là encore, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir participer à des séances de découverte que j'organise chaque mois et dans lesquelles vous pouvez, si vous le souhaitez, en allant sur notre site ou en faisant contact@lafabriquedele.fr, pouvoir demander effectivement de participer. Les places sont limitées. Il y a 10 personnes simplement dans ces cercles. Donc voilà, si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Celle du 24, c'est-à-dire celle de tout à l'heure, est déjà pleine. Donc la prochaine, elle sera pour les DRH le 28 et les DG le 6 novembre et le 4 décembre. Et puis le dernier espace, c'est un espace de transformation dans lequel on a créé des parcours haute couture, humains, puisque c'est l'ADN de HMR Consulting, des parcours des leaders éclairés et puis des séminaires pour vos équipes. Donc voilà pour ce qui en est aujourd'hui de l'espace dans lequel vous êtes et pour l'actualité de la Fabrique des leaders éclairés notamment. Aujourd'hui, on va parler engagement. Engagement environnemental, engagement social et sociétal,
Pourquoi? Parce que l'engagement, c'est aujourd'hui une exigence stratégique et un moteur de cohérence interne. Parce qu'il relie le sens, bien sûr, il relie la gouvernance et les comportements. Ce matin, avec Antoine Cyr, qui est Senior Advisor chez BNP Paribas, on va voir comment une entreprise peut passer de la stratégie d'engagement à l'engagement stratégique. C'est-à-dire une démarche qui structure les décisions, qui inspire les équipes et bien sûr qui transforme les pratiques. Donc tout au long de cette matinale, je vais vous inviter à réfléchir à ce que ça signifie pour votre propre organisation. Comment vous transformez vos ambitions environnementales, sociétales et sociales en levier de motivation et de défis durables. Voilà. Donc, avant que je pose la première question, et vous verrez comme d'habitude, il y a 3 questions qui seront posées, mais je vous invite vraiment très clairement à pouvoir vous intervenir et poser les questions que vous souhaitez. Antoine, c'est le moment de le faire et je souhaite que cette matinale soit comme ça interactive. Donc Antoine, il le sait et je lui remonterai vos questions. N'hésitez pas dans le fil des questions, dans le chat, à poser les questions que vous souhaitez pour Antoine. Voilà. Mais on va, avant de démarrer, Antoine, et de vous poser la première question, Antoine, la première question, c'est qui vous êtes? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Antoine Cyr, j'ai maintenant pas loin de 65 ans et j'ai été pendant 16 ans directeur de la communication de BNP puis BNP Paribas. C'est moi qui ai piloté le chantier d'intégration de BNP Paribas, puis ensuite sur le plan bien sûr de tout ce qui était communication et culture d'entreprise. Et puis ensuite, le rapprochement de BNP Paribas avec pas mal de banques européennes qui en ont fait la première banque de la zone euro. Et en 2013, j'ai quitté la banque pour mener un projet personnel parce que j'ai oui, même pas presque complètement, une deuxième vie qui est une vie d'historien du cinéma. Et donc, j'ai décidé à l'époque de lui donner la première place. Et donc, pendant 4 ans, je suis parti pour écrire un gros bouquin de 1200 pages qui a été publié chez Actes Sud et qui est une histoire des actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Et donc, une fois que ce livre a été publié, j'ai eu une conversation avec Jean-Laurent Bonnafé, le directeur général de BNP Paribas, qui m'a dit, écoute, quand tu étais directeur de la communication, tu as mis en place, parce que j'avais aussi le leadership sur la fondation, tu as mis en place un certain nombre de choses qui n'étaient pas vraiment de la communication, mais qui étaient plutôt des actions d'engagement. Il se trouve que pendant que tu n'étais pas dans la banque, pendant ces 4 années, ces actions ont continué à fleurir, mais elles ont fleuri dans des directions un peu diverses. Est-ce que tu ne veux pas rejoindre la banque pour continuer à les développer, et les mettre en cohérence et rejoindre le comité exécutif de la banque? Évidemment, j'ai dit oui, donc du coup ça a différé mon projet suivant de gros bouquin à après ma retraite, ce qui est maintenant 7 ans après aujourd'hui à l'ordre du jour. Et donc voilà comment on a créé la direction de l'engagement avec cette idée de mettre en cohérence un certain nombre d'actions qui avaient été entreprises par la banque pour renforcer, améliorer sa trace environnementale et sociale, et qui pouvaient être aussi bien des actions intégrées au business, parce que dans ma vie précédente chez BNP Paribas, j'avais toujours beaucoup travaillé avec les business, ou bien des actions un peu plus extérieures au business, comme des actions de mécénat, mais l'histoire nous a prouvé que si on mettait tout ça en cohérence, en fait, le mécénat pouvait souvent servir disons, de poisson pilote et de moyens d'engager assez largement les équipes sur des actions d'engagement de l'entreprise qui, à la fin, pouvaient être assez transformatrices pour le business. Donc, c'est un peu comme ça qu'on avait vu les choses. Antoine, autre chose, on va revenir à la genèse si vous voulez bien. Comment construire une stratégie qui permet d'allier engagement et performance économique de l'entreprise? C'est-à-dire, comment vous y êtes pris les premiers pas? Là, vous avez expliqué la fin du film, j'allais dire, mais comment vous y êtes pris au démarrage, en fait?
Alors, je pense que d'abord, c'est pas quelque chose qui s'est construit avec un vaste plan du premier coup. Au début, d'abord, on a commencé par faire des choses. Ça remonte à il y a presque 20 ans. Je pourrais détailler. Ensuite, j'expliquais comment on avait fait, comme on avait progressé. Donc, il y a une première étape où on a mis des choses en place de façon un peu éparse. Une deuxième étape où on a créé la direction de l'engagement avec l'objectif de les mettre en cohérence. Et puis une troisième étape qui a été celle du plan stratégique 2021-2025 de BNP Paribas, qui là était un plan stratégique dans lequel la sustainability, le développement durable était un des trois piliers stratégiques du plan. Et donc là, on a créé quelque chose de beaucoup plus diffusé dans l'entreprise, avec des objectifs business et avec je dirais des priorités d'action très clairement définies qui traversaient l'ensemble de l'entreprise. Donc voilà, on peut dire qu'on s'y est pris en trois étapes. Alors, vous pouvez nous les décrire un peu plus précisément, Antoine, qu'on rentre dans le cœur du Oui, raconteur? alors la première étape, c'est celle qui a duré finalement le plus longtemps, c'est celle de la prise de conscience et d'action qu'on a lancée dans un premier temps. Alors je vais vous donner deux exemples dans le domaine environnemental et dans le domaine social. C'est peut-être d'ailleurs dans le domaine social que ça a été démarré. En 2007, il y a eu des événements de banlieue assez sérieux et on s'est aperçu à ce moment-là que BNP Paribas était en train de devenir le premier employeur du département de Seine-Saint-Denis. C'est un département évidemment dans lequel il y avait pas mal de difficultés liées à ces émeutes de banlieue. Et on s'est dit au fond, et par ailleurs on est une banque qui est très urbaine, hein, BNP Paribas, en tout cas pour ses activités de banque de détail en France, n'est pratiquement pas présent dans les campagnes, alors qu'il est extrêmement présent dans les grandes villes. Donc du coup, tout ça fait qu'on est très présent dans les banlieues. Et donc on a décidé, on a compris que la présence de BNP Paribas dans ces banlieues ne pouvait pas être quelque chose d'externe, ne pouvait pas être un poids et devait être quelque chose au contraire, une chance pour ces banlieues. Donc on a créé un projet qui n'a cessé de se développer depuis, qui est un projet banlieue et qui, au départ, reposait sur le soutien à quelques associations nationales type l'ADI pour qu'elles s'implantent. L'ADI, c'est une association qui fait du microcrédit pour qu'elles s'implantent dans les quartiers prioritaires de la ville. Et puis, on a donné la possibilité à nos directeurs d'agence de proposer des soutiens à des associations locales qu'on accompagnerait sur une période pluriannuelle, et ceci dans le cadre d'un appel d'offres national. Bon, et 15 ans plus tard, on a accompagné plus de 1500 associations, donc c'est quelque chose d'assez important. Et en fait, de fil en aiguille, cet élément a amené pas mal d'acteurs de l'économie sociale et solidaire à s'intéresser à BNP Paribas. Ça a amené pas mal d'acteurs qui font du mentorat pour les jeunes de quartiers défavorisés à demander ce que BNP Paribas pouvait faire. Et donc, quelques années plus tard, on se retrouve avec un BNP Paribas qui a développé à l'intérieur de son réseau une franchise qui s'appelle Act for Impact pour financer les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est rentré dans le business. C'est un élément qui n'était pas du tout dans notre culture, dont on est devenu un des leaders aujourd'hui. On a vu on a un certain nombre de preuves qu'on est aujourd'hui extrêmement bien placé sur ce marché. Et en même temps, en termes d'engagement des collaborateurs, on a aujourd'hui plus de 1000 cadres de BNP Paribas en France qui sont mentors dans le cadre d'associations aidant des jeunes de quartiers défavorisés. Donc on en a fait un élément assez profond de notre culture qui par extension à d'autres domaines, bien sûr, que juste l'accompagnement des jeunes, nous a permis de devenir un acteur
business de l'économie sociale et solidaire et nous a permis d'ancrer le mentorat très fortement dans notre culture d'entreprise, ce qui nous a amené à un moment à lancer un programme qui s'appelait One Million Hours to Help, qui s'appelle toujours d'ailleurs, et qui consiste chaque année à donner 1 million d'heures au total aux collaborateurs de BNP Paribas pour qu'ils puissent aider sur leur temps de travail des associations. C'est 1 million d'heures pour tous les collaborateurs, hein, bien sûr, c'est pas 1 million d'heures par collaborateur. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans le domaine social. Et dans le domaine environnemental, on va dire qu'il y a une quinzaine d'années, on a été une des premières banques à, à écouter les ONG quand elles ont commencé à nous expliquer qu'on ne pouvait pas être totalement neutre et qu'on devait s'interroger sur le caractère, en fait, sur l'impact sur le réchauffement climatique des financements que l'on faisait. Alors ça a eu comme conséquence que du coup, on est devenu un interlocuteur tellement à leur écoute qu'à un moment, elles ont considéré qu'on était celui sur lequel il fallait qu'on faire le plus pression, ça s'est parfois vu, mais finalement, au bout du compte, aujourd'hui, on est effectivement la banque dans le monde, je parle des grandes banques internationales, qui est un acteur très important du financement de l'énergie, hein, puisque BNP Paribas, c'est la première banque des entreprises européennes, et c'est évidemment la première banque pour le secteur de l'énergie, comme elle l'est pour, je sais pas quoi, l'hôtellerie, l'automobile, tout ce que vous voulez à peu près, sauf l'agriculture. Donc du coup, on a cette présence, et aujourd'hui, on est la seule banque boxant dans cette catégorie qui est passée de 90% d'énergie fossile dans ses financements à l'énergie et 10% d'énergie bas carbone, à une proportion qui est aujourd'hui quasiment inverse, c'est-à-dire que l'immense majorité de nos financements à l'énergie sont des financements d'énergie renouvelable, et que les financements à l'énergie fossile ne sont plus aujourd'hui que presque résiduels, et ils vont continuer à se réduire dans les années qui viennent. Mais tout ça, c'est de la vraie transformation. Donc ça a pris des années, et pendant pas mal d'années, on avait les ONG qui frappaient à notre porte en nous disant mais vous ne l'avez pas encore fait, et donc on leur expliquait que c'était lié à des engagements de crédit qui couraient sur plusieurs années, mais qu'on était vraiment en train de le faire. Et aujourd'hui, les gens reconnaissent qu'on l'a vraiment fait. Donc voilà, ces deux exemples. Donc ça, c'est la première étape, c'est de mettre en place des choses, et ces choses, petit à petit, vont prendre une importance de plus en plus grande à la fois dans la culture et dans le modèle économique de l'entreprise. Puisque je donne l'exemple des énergies fossiles et des énergies renouvelables. Dans le temps qu'on se sortait des énergies fossiles, on devenait un leader mondial du financement des énergies renouvelables, et c'est un business model comme un autre, et c'est le nôtre aujourd'hui. Donc ça, c'est la première étape. Donc la deuxième étape, ça a Alors, consisté... juste Antoine, je reviens à la première étape parce que c'est fondamental. Oui, C'est comment bien on sûr. impulse les choses. Donc, vous avez impulsé par des projets, mais en dehors de ça, parce que vous aviez la vision et envie de le faire, enfin, voilà, je pense qu'il faut une vision stratégique, hein, il faut que ça soit, c'était la gouvernance, enfin, j'imagine, Antoine, qui te suivait, qui était visionnaire là-dessus. Mais comment est-ce qu'à l'intérieur, on arrive à faire prendre conscience aux gens et à engager les collaborateurs dans cette démarche-là? Est-ce qu'il y avait déjà une attente interne, Oui. ou est-ce que vous avez suscité aussi, et comment vous avez fait pour susciter encore plus d'engagement en fait? Parce que c'est souvent ça que nous disent les clients, Alors, c'est comment on fait pour maintenir cette mobilisation en fait. en Voilà. fait, les gens ont souvent l'impression que, que faire des choses bien, c'est pas possible. En fait, donc il faut leur montrer que c'est possible. Donc il y a une personne déjà qui peut leur montrer que c'est possible, c'est le CEO. C'est-à-dire c'est extrêmement important que ce type de politique s'appuie sur un engagement réel du CEO. Alors qu'est-ce que c'est qu'un engagement réel du CEO? C'est un engagement verbal, c'est-à-dire qu'il faut que dans ses prises de parole internes et externes, quand il en a, il soutienne cet effort, mais c'est aussi un engagement de temps.
C'est-à-dire que les éléments que je viens de donner sont quand même des éléments qui conduisent parfois à des arbitrages. Tout le monde n'est pas d'accord. Et il faut que le CEO soit, les gens qui l'entourent, hein, enfin le comité de direction générale, d'une façon générale, et particulièrement le big boss, il faut que ces gens soient très impliqués, très moteurs, que dans la stratégie qu'ils présentent au conseil d'administration, ça fasse partie de leur engagement. Donc, du coup, comme ça fait partie de leur engagement, ça fait partie des éléments qu'ils veulent voir mis en œuvre par leurs collaborateurs. Et donc, du coup, il y a une espèce Et ensuite, il faut qu'il y ait une équipe, et ça, c'est l'équipe de la direction de l'engagement, il faut qu'il y ait une équipe qui accompagne tout ça, qui le mette en musique, qui en fasse un plan lisible, compréhensible, et que ce plan lisible et compréhensible se déroule et s'applique dans la réalité. Donc on a effectivement tout ça, on l'a fait, et quand on fait tout ça, bah, en fait, beaucoup de gens ont envie d'en être acteurs. Et ce qui est assez remarquable, je vais vous donner un exemple, c'est chez BNP Paribas, on a par exemple un patron des grandes entreprises, qui est d'ailleurs devenu depuis directeur général adjoint, donc ça n'a pas vraiment nui à sa carrière, alors que dans d'autres entreprises concurrentes, en Europe ou aux États-Unis, il y avait des patrons du corporate qui disaient oui, la transition énergétique, c'est important, mais bon, on ira au rythme de nos clients, etc. Lui tenait un langage beaucoup plus volontariste. C'était évidemment pas de dire on va nuire à nos clients parce que c'est pas notre propos. Au contraire, on est là pour les servir, mais un propos volontariste qui était de dire on va créer une équipe dédiée à la transition bas carbone des entreprises. Chaque fois qu'elles auront des projets de cette nature, ils seront accueillis avec encore plus d'enthousiasme d'engagement que les projets de toute autre nature. Et donc, ça créait une dynamique qui était assez cohérente. Mais je pense que le courage et la vision du management sont absolument essentiels. De toute façon, si vous n'avez pas un management qui a du courage et de la vision, vous n'avez pas de transformation. Ça fait partie des facteurs clés de succès, donc c'est ce que je retiens. Il faut vraiment qu'en haut de la tête, il y oui. ait une impulsion qui soit forte et une incarnation qui soit forte. C'est ce que vous êtes en train de me dire, Antoine. Ce n'est pas juste des mots, c'est qu'il faut qu'il y dédie du temps, de la stratégie, des moyens et des ressources pour le faire. Tout à fait. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et ensuite, il faut que les équipes qui s'occupent de ça soient des équipes qui cherchent plutôt à lui. En fait, c'est lui qui doit être un peu celui qui, par moment, s'il y a une décision vraiment difficile, c'est lui qui doit la prendre. Mais par contre, les équipes de l'engagement doivent lui faciliter la tâche à deux niveaux. Premier niveau, c'est avoir une proposition qui soit claire, lisible. Encore une fois, faire que tout ceci ne se passe pas de façon floue, mais avec sur une base bien précise, bien structurée. Et puis le deuxième élément, c'est d'être vraiment en discussion avec toute l'entreprise. C'est-à-dire de ne pas arriver en disant, nous, on est les gars du développement durable, on a dit que vous devez arrêter de faire ci et que vous devez faire ça. Et puis là, vous arrivez, vous vous trouvez avec des gens qui font au quotidien leur métier, qui bossent généralement un nombre d'heures que la décence m'interdit de mentionner dans cette matinale des leaders éclairés. Et donc, quand vous expliquez ça à des gens qui rentrent tous les soirs à, disons, 21h chez eux, et que vous leur dites qu'il faut tout changer et tout transformer, si vous n'avez pas discuté beaucoup avec eux et que vous n'avez pas fait un énorme travail de conviction et que quelque part, vous ne vous êtes pas vous-même associé à la difficulté de leur tâche, ça ne marche pas. J'ai l'habitude de dire que dans l'entreprise, quand vous voulez embarquer les gens avec vous dans le règlement d'un problème, il faut tout de suite leur dire que vous êtes actionnaire à 51% du problème, parce que sinon, ils ne vous suivront pas.
Donc, c'est ce qui a vraiment fait ça. Est-ce que vous avez remarqué que ça avait un impact, alors bien sûr sur vos clients, hein, c'est ce que vous venez de dire, ça a transformé, enfin, entre guillemets, ça a impacté beaucoup le business et les orientations business aujourd'hui, comme vous l'avez expliqué. Est-ce que ça a généré aussi plus d'attractivité de l'entreprise? Vous avez ressenti qu'il y avait un impact sur l'attractivité, sur des gens qui voulaient y aller plutôt que de choisir d'autres banques parce qu'il y avait cet engagement que vous avez? Alors c'est assez complexe parce que BNP Paribas est une très grosse entreprise à une époque où les très grosses entreprises sont très contestées. Donc par construction, on ratisse tellement large que dès qu'il y a un problème dans le monde, on s'en prend une part. Donc, ce sont des images qui sont très complexes, à gérer, probablement un peu plus complexes à gérer dans le pays d'origine, c'est-à-dire en ce qui nous concerne la France, enfin la France et la Belgique, hein, parce que l'État belge est un actionnaire très important de BNP Paribas. Donc c'est sans doute plus compliqué pour nous à gérer en France et en Belgique que dans les autres pays où BNP Paribas est assez présent, hein. Si je regarde par exemple en Pologne, BNP Paribas a presque autant de clients particuliers qu'en France, mais on est moins un fait social du pays qu'on l'est en France. Donc, c'est des images qui sont quand même compliquées à gérer. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que quand vous développez quelque chose, que vous développez en profondeur, bah, tous les gens qui font sérieusement le boulot vous considèrent à ce moment-là comme quelqu'un qui a fait lui-même sérieusement le boulot. Je m'explique. Par exemple, dans le monde de l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, BNP Paribas a une excellente image. Pas forcément auprès des gens qui supposent que, parce que si vous interrogez quelqu'un dans la rue, que vous lui demandez quelles sont les banques qui s'occupent d'économie sociale et solidaire, personne ne vous répondra BNP Paribas. En revanche, si vous interrogez quelqu'un qui a créé un acteur de l'économie sociale et solidaire, il y a très peu de chances qu'il ne vous réponde pas que BNP Paribas fait partie des acteurs important sur ce secteur, mais en plus important avec des gens engagés qui y croient vraiment, parce que c'est ce qu'on a développé. Si vous regardez sur les aspects environnementaux, bon, bah, c'est pareil. Si vous allez dans la rue, que vous demandez, là, vous aurez des gens qui se souviendront vaguement que telle ou telle ONG n'était pas content parce qu'on finançait des énergies fossiles, ce qui est exact, puisque comme on est la première banque de l'Union européenne, bah forcément, quand on avait encore des ratios normaux d'énergie fossile, ben, en ayant des ratios normaux, enfin normaux, je veux dire semblables à ceux des autres banques, ben, notre chiffre était plus élevé parce qu'on était plus gros. Donc maintenant, on a fait un boulot consistant à avoir une prépondérance énorme des énergies renouvelables. Donc du coup, c'est différent, mais ça prend un peu de temps à percoler dans l'opinion générale, alors que les gens qui travaillent sur la base d'éléments factuels et matériels, eux ont ces éléments factuels puisque il y a des tableaux, les transactions sont officielles, etc. Et donc, tous les gens qui s'intéressent vraiment au sujet, voire qui font du sujet, je parle d'entreprises, je parle de personnes qui ont des montants importants à placer, etc., qui font des éléments du sujet un facteur de choix, en effet, ça joue. Par exemple, il y a quelques années, on est devenu une banque de Patagonia, simplement parce que Patagonia avait regardé de façon très froide qui faisait quoi, et il a trouvé qu'on on faisait partie des gens qui pouvaient être une banque de Patagonia, un fabricant très engagé sur le plan écologique. Donc Antoine, première partie, prise de conscience. Deuxième partie, expliquez-nous le deuxième partie qui est importante sur les trois parties que vous nommiez, sur les trois étapes, pardon. Donc la deuxième étape, c'est de créer une direction de l'engagement. Donc la direction de l'engagement, pour qu'elle soit crédible, il faut effectivement que son responsable soit au COMEX. Donc c'était mon cas pendant 7 ans et c'est le cas aujourd'hui de la personne qui m'a succédé. Et cette direction de l'engagement, il faut qu'elle ait des moyens d'action très larges. Donc ces moyens d'action, on va dire que c'est
C'est d'une part des équipes d'experts qui permettent de dialoguer avec les business. Donc là, c'est pas un pouvoir de régalien, parce que la direction de l'engagement, c'est pas l'inspection générale, c'est pas la compliance, c'est pas. Donc nous, on n'arrive pas en disant aux gens du business, vous devez faire ça. On arrive en leur proposant un plan qui est basé sur des expertises. On leur arrive en répondant à leurs besoins, à leurs questionnements sur telle ou telle transaction, sur tel ou tel produit. On leur fait des propositions. On fait de la recherche et développement. Hein. Par exemple, on a toute une activité de développement de contrats, de modes de financement extrêmement innovants qui s'appellent les contrats impact, et qui sont des contrats dans lesquels l'investisseur suit son rendement social ou écologique avant de suivre son rendement financier. Donc ça va assez loin dans la recherche. Donc on a tout ce pôle d'expertise, et ça, ça demande quand même un peu de moyens d'avoir quelques dizaines d'experts, pas des centaines, hein, parce que c'est pas non plus, il faut pas imaginer non plus qu'on ait des 10 000 experts, mais bon, on a quelques dizaines d'experts, et ces quelques dizaines d'experts ont quand même d'autres experts dans les métiers qui petit à petit se sont mis à leur niveau. Et donc, à la fin, on a quand même plusieurs centaines de personnes qui sont de vrais experts du business durable dans la banque. Donc, et le tout dans beaucoup de pays, puisque je rappelle que BNP Paribas est présent dans une soixantaine de pays, dans une vingtaine de pays comme banque de détail, mais dans les 60 pays comme banque d'entreprise, qui est vraiment pour nous au moins la moitié de notre activité. Et donc du coup, on a cette première dimension d'expertise. Ensuite, il y a une deuxième dimension qui est importante, qui est tout ce qui est dialogue avec la société civile. C'est-à-dire, c'est important qu'il y ait des gens qui discutent avec les ONG. Un BNP Paribas, c'est à peu près 200 interactions avec les ONG par an. Il y a quelques ONG, souvent les plus politisées, qui présentent le dialogue entre une banque comme BNP Paribas et les ONG comme un truc assez conflictuel. Mais en réalité, pas tellement. C'est un dialogue qui est très technique, qui est très fréquent, et qui conduit effectivement à l'adoption d'un certain nombre de décisions qui sont des décisions qui peuvent être le fruit de discussions, voire dans certains cas de négociations avec les ONG. Et parfois, certaines ONG introduisent dans leurs armes de discussion des éléments juridiques, puisqu'aujourd'hui le droit leur donne la possibilité d'attaquer les entreprises. On n'y a pas échappé, mais bon, pour l'instant, ces discussions se sont plutôt bien passées. Donc il y a toute cette dimension de dialogue avec la société civile, et puis après il y a une dimension qui est assez importante quand même, qui est la dimension du mécénat, hein, c'est-à-dire que encore une fois, on a la possibilité de financer des associations, de financer des actions à travers le monde, de mener des actions de solidarité aussi quand il y a des catastrophes naturelles. Et toutes ces choses se font à la fois sur la base du mécénat financier, mais aussi du mécénat de compétences. Hein. Je citais tout à l'heure 1 Million Hours to Help. On fait aussi beaucoup de mécénat de compétences en fin de carrière, un petit peu en milieu de carrière, mais c'est plus délicat. Mais donc voilà, on a tous ces outils. Et donc la direction de l'engagement est une direction qui a structuré ces outils à la fois pour qu'il y ait un pôle de compétences en centrale, mais aussi pour qu'il y ait des organisations miroirs dans les métiers, qui soient des organisations dans lesquelles tout le monde travaille en synergie, parce que si c'est pour développer dans les métiers, pour dupliquer dans les métiers ce qui se fait en centrale, avec les deux qui font la même chose, ça marche pas. Donc il faut organiser une vraie complémentarité entre les métiers et le central. Et ça, on a la chance d'avoir chez BNP Paribas une culture. Globalement, la culture de BNP Paribas n'est pas tellement une culture de baronnie, c'est-à-dire que les gens c'est pas une entreprise où les dirigeants ont beaucoup d'ego. D'ailleurs, vous voyez, notre dirigeant, c'est pas quelqu'un qui paraît beaucoup dans les médias. Parfois, ça présente des inconvénients, mais ça a l'avantage de donner un modèle d'entreprise
dans lequel chacun est content parce qu'il travaille bien avec les autres, parce qu'il remplit bien sa mission, parce qu'il est payé correctement, mais pas parce qu'il cherche en permanence à s'attribuer les mérites qui reviendraient à d'autres gens. Donc, du coup, c'est une culture d'entreprise qui favorise indiscutablement le fait que les tâches soient bien réparties et que chacun fasse vraiment ce qu'il a à faire en apportant une valeur ajoutée. Donc, on a capitalisé sur tout ça. Et du coup, on a pu créer une direction de l'engagement assez efficace. Voilà. Donc Antoine, si je comprends bien, alors j'entends deux choses, et on va reparler de quelle est la composition de l'équipe, en fait, pour être à la fois numérique et les compétences, parce que vous avez dû aller chercher ces compétences-là, vous avez parlé d'experts, etc. Je reviens sur le terreau. Vous dites le terreau culturel était extrêmement important. Ça veut dire que si vous aviez une culture beaucoup plus individualiste, entre guillemets, avec un ego surdimensionné, ça aurait été plus compliqué. C'était la culture que vous avez qui est porteuse facilitait ce genre d'initiative, en fait, et facilitait ça. C'est une culture où vous dites on est sur l'humilité, on est plutôt faire que se faire voir, en fait, enfin, si je lis bien vos propos. Donc ça, c'est important. Dans l'entreprise, il faut que le terreau soit favorable. Il faut que la culture permette aussi de développer, j'allais dire, cette notion de j'aide les autres aussi. Et c'est une culture du bien commun, on va dire ça un peu. Oui, oui. Alors, je ne voudrais pas brosser non plus un tableau idyllique, hein. C'est une entreprise qui est faite d'êtres humains, et donc il y a chez tout le monde, vous trouverez des exceptions à ce que je viens de dire, et chez tout le monde, y compris chez moi-même, il y a des exceptions à ce que je viens de dire. Mais dans l'ensemble, c'est la tendance, ouais. Il faut que cette notion de la, il faut que quand même que cette notion de la prédominance de la mission soit très présente, quoi. Il faut que ce soit très, très présent. Sinon, ça ne s'installe pas. Sinon, on va forcer c'est comme si on forçait avec un chausse-pied à rentrer dans la chaussure, quoi, en fait. Ouais. Sinon, ça ne fonctionne pas. Oui, et puis enfin voilà, c'est important c'est important qu'il y ait oui, il y a c'est une boîte où il y a un vrai dévouement des gens pour la boîte. Après, c'est aussi une boîte qui traite les gens comme il faut, qui les paye correctement. Enfin bon, voilà, c'est un deal qui dans l'ensemble fonctionne assez bien, avec ici ou là des endroits où ça fonctionne un peu moins bien, des gens qui s'adaptent un peu moins bien. Enfin bon, après, je veux pas non plus mais dresser un tableau, encore une fois, totalement idyllique, parce que ça n'existe nulle part, mais globalement, c'est des fondamentaux qui sont assez sains, oui. Alors, si on revient sur l'équipe d'engagement, parce que si demain, si les dirigeants qui nous écoutent nous disent, OK, comment je constitue mon équipe, c'est combien de personnes, enfin après, voilà, chez vous, ça a été combien de personnes, et c'est quoi les compétences qu'il faut aller chercher pour faire cette équipe-là? Alors, déjà, dès le départ, on a agrégé un certain nombre d'équipes existantes. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait une équipe RSE qui a été créée en 2010 et qui était le moteur technique de la direction de l'engagement. Donc, cette équipe RSE, à l'époque où on a créé la direction de l'engagement en 2017, ça devait être à peu près une trentaine de personnes. Donc depuis, on a un peu réorganisé. Maintenant, c'est vraiment devenu l'équipe des experts, je dirais, qui sont probablement autour d'une cinquantaine. On a la partie mécénat, donc là, on a une équipe de la fondation, c'est une quinzaine de personnes. Et puis, on a organisé toute une équipe société civile, c'est-à-dire là où on a fait venir des profils de gens à la base qui étaient souvent extérieurs à l'entreprise, qui étaient des gens qui avaient l'habitude de dialoguer avec les ONG ou qui avaient été dans des structures gouvernementales. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on a fait venir des gens qui n'étaient pas forcément à la base des banquiers, et on a de belles réussites dans ce sens que certains ou certaines ont poursuivi leur carrière en ayant suivi des formations internes qui en ont fait de vrais banquiers. Donc c'est assez intéressant. Et puis
ensuite, petit à petit, on a développé aussi des compétences de coordination. Par exemple, on a créé une Sustainability Academy, qui est une espèce de centre, enfin, c'est très largement digital, mais il y a quand même une équipe derrière pour faire que tout le monde ait des formations sur les sujets de développement durable. Là, on a créé une équipe. On a créé une équipe pour animer les experts de toute l'entreprise. Et puis accessoirement aussi, la direction de l'engagement est en copilotage avec la DRH de la direction de la diversité. Donc ça, c'est une direction qui est qui est organisationnellement rattachée à la DRH, mais avec un lien fonctionnel assez fort avec la direction de l'engagement. Et par exemple, la responsable de la diversité est coévaluée par la DRH et par la directrice, puisque maintenant c'est une directrice de l'engagement. D'accord. Donc, une équipe pluridisciplinaire, comme vous le dites, avec comme originalité, enfin, en tout cas, l'initiative d'aller chercher des gens qui sont hors de votre métier, en fait, qui ne sont pas forcément… Alors, les deux. Oui, Honnêtement, il y a vraiment les un deux. mix. Mais il y a un mix. Mais dans certains cas, et je prenais l'exemple du dialogue avec la société civile, bah oui, on est allé chercher des gens qui avaient cette vision externe. Mais après, par exemple, aujourd'hui, la personne qui dirige cette équipe, c'est une personne qui vient de notre service juridique et qui s'est énormément ouverte au monde extérieur au fil des années, et donc qui à un moment était tout à fait apte à avoir cette mission. Mais au départ, oui, j'ai fait venir une personne qui avait été au cabinet du président de la République. J'ai fait venir… Alors, on a une équipe de consultants internes aussi. Donc, comme je voulais qu'on s'améliore en termes d'organisation, j'ai fait venir une personne qui était dans notre équipe de consulting interne et qui nous a aidés à faire des choses structurées, très, très solides. Voilà, oui, il faut effectivement faire venir des profils. Dans nos équipes d'experts, on a pas mal d'ingénieurs, hein. Moi, j'ai une vision du développement durable. À un moment, l'air, l'oxygène, le CO2, la biodiversité, enfin tout. Il y a quand même beaucoup d'éléments, et notamment les éléments environnementaux, qui reposent sur des choses extrêmement physiques. Et pour maîtriser les choses physiques, c'est pas mal d'être ingénieur quand même. Donc du coup, moi, je pense que si on veut que la transition écologique devienne une réalité, il faut beaucoup encourager nos enfants à faire des études d'ingénierie, d'agronomie, enfin faire des études qui sont un peu dans les sciences dures, même si moi, c'est pas mon parcours. Mais je crois beaucoup à la nécessité de développer une approche écologique par des gens qui ont des compétences scientifiques et technologiques. Donc, merci, cette équipe de compétences. Je retiens aussi la sensibilisation que vous faites au travers de l'académie. C'est-à-dire Oui, que… c'est la formation même. La formation, voilà, et formation en ouais. fait, hein, c'est ça, formation. Ah oui, 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 oui. Donc, avec ça s'adresse à tous les collaborateurs. Chaque collaborateur a la possibilité de se connecter, d'être formé en fait. Bien sûr, mais vous avez à la fois des modules de sensibilisation qui s'appliquent à tout le monde, et puis vous avez des modules de formation qui permettent à chacun d'approfondir ses connaissances dans des domaines d'expertise, quoi, de connaissances de tel ou tel sujet. Par exemple, si vous vous occupez de financement de l'énergie, bah, il faut que vous ayez une très bonne connaissance technique de l'énergie, hein. Ça s'improvise pas. D'accord. Donc, effectivement, ces nouveaux apprentissages là-dessus, qui est important d'avoir créé cette académie, parce que c'est ce qui permet de faire passer, c'est ce qui permet de former les gens et de les acculturer, plus que les acculturer, mais qu'ils deviennent des experts, en tout cas, de ce qu'ils parlent, en fait, et qui maîtrisent bien les sujets. OK. Troisième étape. Ah, vous voulez essayer de lire les questions, en fait, c'est ça, Antoine. Je regardais les questions, voilà. Ça y est, j'ai réussi même. Troisième étape. Et alors, il faut répondre aux questions maintenant, ou vous pouvez faire comme vous voulez, Antoine. Comme vous voulez, Antoine. Soit on fait la troisième étape.
sur comment conjuguer Conjuguer cette cette politique politique. avec avec la crise BNP. La crise BNP au Soudan, donc déjà, il n'y a pas de crise BNP aujourd'hui au Soudan, puisque les faits en question sont des faits qui remontent à il y a une vingtaine d'années. C'est des faits pour lesquels BNP Paribas a payé une lourde amende auprès des États-Unis il y a une quinzaine d'années. Et maintenant, il y a quelques acteurs privés qui essayent je dirais, de rebondir sur cette situation. euh, Comment dire, c'est une. Je pense que toutes les entreprises, toutes les grandes entreprises ont à un moment donné leur croix, un truc qui les poursuit pendant des années, qui est plus ou moins bien fondé. Celui-là ne me paraît pas très bien fondé parce que BNP Paribas n'a jamais rien financé au Soudan, on n'était pas présent au Soudan, etc. C'est simplement le fait que les tuyaux de la banque ont laissé à l'époque passer un certain nombre de transactions avec le Soudan. Je dirais que c'est un moment où les Américains avaient décrété des embargos qui empêchaient ces transactions de passer par leurs propres tuyaux, donc ils sont passés par d'autres tuyaux, et notamment le tuyau de BNP Paribas. Et, euh, et à l'époque, bon, ben, c'est une époque qui remonte à l'époque de la crise financière. On va dire que l'attention du management était portée sur d'autres sujets et probablement qu'à l'époque, nos moyens de contrôle et de compliance n'étaient pas suffisants pour éviter à notre, que cette chose-là arrive. Et donc, on l'a reconnu et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu une sanction américaine. Pour autant, c'est assez facile d'expliquer que BNP Paribas n'a jamais financé la guerre au Soudan. Les transactions en question n'avaient d'ailleurs rien à voir avec la guerre, c'était des transactions de biens matériels. Et l'argent qui a circulé par ces tuyaux n'était ni au départ ni à l'arrivée de l'argent de la BNP. Donc c'est une situation qui est très malencontreuse. Le risque juridique tel que analysé par nos propres juristes, mais aussi par d'autres juristes, paraît relativement limité. Mais bon, vous savez qu'aux États-Unis, les tribunaux notamment les tribunaux locaux, sont très créatifs, et c'est la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'entre-temps, c'est-à-dire depuis que ces événements sont intervenus il y a plus de 15 ans, BNP Paribas a complètement transformé à la fois ses dispositifs d'alerte sur les paiements, ses dispositifs de compliance. Aujourd'hui, la compliance chez BNP Paribas, c'est 8000 personnes à temps plein. Donc, on a mis en place un dispositif pour que de telles failles n'existent plus, qui est absolument considérable. Donc les gens dans l'entreprise le savent, ils le vivent d'ailleurs au quotidien parce que ce dispositif anti-faille est très lourd et très contraignant. Et donc voilà, mais ce sont des événements qui sont anciens, comme tout événement, il y a par moment des répliques, et ça n'empêche personne d'avancer. Voilà. Merci d'avoir répondu, Antoine, à la question. Je reprends le cours. S'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, mais encore une fois, allez-y, c'est le moment de poser des questions, Antoine. Première étape, prise de conscience, une stratégie, une feuille de route claire, c'est ce que vous avez dit. Deuxième étape, une équipe d'engagement en fait, constituée. Et vous nous avez expliqué comment aller chercher des compétences pour que ça puisse marcher. La troisième étape, c'est quoi, Antoine? La troisième étape, c'est donc de l'intégrer au plan stratégique et donc de faire que dans les objectifs stratégiques de l'entreprise, il y ait des objectifs business qui soient liés au développement durable. Par exemple, on avait pour 2025, entre 2021 et 2025, un objectif de 200 milliards d'euros de transactions directement en lien avec la transition écologique. Et donc, comment dire, cette transition écologique, vraiment son financement direct. Donc 200 milliards d'euros, c'est beaucoup. Et en fait, on a atteint cet objectif. Et cet objectif-là faisait partie du pilier sustainability de notre plan 21-25. Donc c'est vrai qu'à un moment,
avoir des indicateurs forts de sustainability dans votre plan stratégique, c'est très structurant et enfin, c'est là ce que j'appelle la troisième étape et je pense elle est vraiment importante. Alors, ça peut être des choses très diverses, hein. Ça peut être des engagements de financement comme celui que je viens de citer. Ça peut être des engagements d'avoir fait passer plus de 90% des collaborateurs par la Sustainability Academy. Donc, c'est un engagement là de RH. Et donc, dans notre plan, il y a toute une série d'indicateurs et de KPIs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 8000 rémunérations dans l'entreprise qui sont plus ou moins conditionnées en partie, hein, bien entendu, pas en totalité, par l'aboutissement de ces KPIs. D'accord, donc vraiment en faire une réalité, un moteur d'engagement au travers des KPIs, en fait, au travers des indicateurs et des objectifs Oui, que vous donnez. Cette troisième étape-là, pour que effectivement oui. tout le monde soit, et puis pour les mesurer, en fait, pour en mesurer l'impact, en fait, pour mesurer ce qu'il en est. Donc Mm. j'avais justement cette troisième question, c'est comment vous évaluez aujourd'hui l'impact des stratégies d'engagement, en fait, et comment vous anticipez les défis futurs, Antoine? Bah, l'impact, on le retrouve dans ce qu'on appelle notamment, alors on le retrouve dans le business, hein, on le retrouve d'abord dans le succès des business, hein. BNP Paribas est un leader mondial dans la structuration des green bonds. Je citais ça c'est pour la banque de grandes entreprises, enfin, et la banque des institutions, mais pour la partie banque de détail, je mentionnais le succès de notre développement dans l'économie sociale et solidaire. Donc, et puis ensuite, bah, on a des mesures d'attractivité. Alors, par exemple, c'est vrai que c'est assez amusant parce que on fait partie des grandes entreprises. Donc, les grandes entreprises, par exemple, quand il y a des collectifs d'étudiants qui se manifestent contre les grandes entreprises, BNP Paribas est souvent cité dans le lot parce que, voilà, il y a 10 usual suspects en raison de la taille et on en fait partie. Bon, et en fait, on n'a aucune difficulté à recruter parce que, à la fois, quand les gens se penchent sérieusement sur ce qu'on fait, ils voient qu'on fait pas mal de choses. Quand on a des stagiaires qui sont stagiaires chez nous, ils voient que c'est pris au sérieux. Donc, il y a c'est assez intéressant parce qu'il y a une espèce de décalage et de dichotomie entre une espèce de bruit sur les grandes entreprises, les grandes banques, qui est pas qui est pas très positif. Et comme on est une des plus grandes entreprises françaises et la plus grande banque, c'est toujours compliqué à gérer. Et puis, une, je dirais, bonne, un bon comportement réel en interne, là aussi avec ses failles, parce que personne n'est parfait, mais globalement, un ensemble de choses qui font que quand les gens se retrouvent confrontés en tant que collaborateurs à l'expérience BNP Paribas, cette culture d'engagement est très positive. Je suis là, je suis en train de vous parler depuis Rome, et en fait, je suis présent à Rome parce que BNP Paribas y est très présent. En fait, on est même le premier employeur privé de cette ville, comme on l'est d'ailleurs aussi. BNP Paribas est le premier employeur privé dans deux capitales européennes qui sont Rome et Bruxelles. Et donc, on est très présent dans cette ville. Et justement, hier, il y a eu une présentation du score de promotion auprès des collaborateurs. Et ce score est maintenant très élevé en Italie. Et la culture d'engagement de BNP Paribas est identifiée comme un des moteurs de ce score. Il y a eu tout un travail de transformation qui a été fait parce que BNL, qui est notre banque en Italie, qui est devenue BNP Paribas, a été acquis il y a une quinzaine d'années. C'était une banque tout à fait honorable, mais un peu poussiéreuse. Et donc, il y a eu un travail de régénération et de transformation de la banque très important qui a été fait. Mais ce travail s'est aussi accompagné d'une très bonne insertion de la culture d'engagement. Je parlais du projet banlieue qu'on a en France, mais par exemple en Italie, on a un projet similaire
qui s'appelle Inclucity, parce qu'on l'a adapté bien sûr au local, et le banlieue, ça ne veut pas dire grand-chose en italien, donc ça s'appelle Inclucity, et ce projet s'est déployé très bien avec une participation des collaborateurs ici en Italie, et ça fonctionne plutôt bien. Donc, vous nous avez cité, donc merci pour ces trois éléments, 3 étapes, et d'avoir bien décrit ces 3 étapes, Antoine. Je reviens sur les facteurs clés de succès. Vous en avez déjà cité pas mal. Est-ce que là, dans les dernières minutes qui nous restent, est-ce que vous pourriez, ceux qui vous viennent et qui vous semblent le plus importants, en fait, pour déployer efficacement une stratégie d'engagement, en fait? Chacun est formaté comme il y a des gens qui vous sortent toujours des recettes d'organisation très précises. C'est pas vraiment ma culture, mais j'essaye de m'entourer de gens qui savent faire ça. Mais moi, c'est pas mon truc, c'est plutôt c'est plutôt l'écoute et le bon sens. C'est-à-dire, alors le bon sens, on en est doué ou pas, donc il faut le cultiver. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses où il faut pas trop écouter les modes, il faut pas trop écouter les formules toutes faites. Il faut analyser chaque situation avec une forme de bon sens relatif à la situation elle-même. Face à une situation, c'est ça qui est devenu très compliqué aujourd'hui. C'est qu'on est dans un monde très complexe, ça réclame des capacités d'analyse importantes, hein, et il y a beaucoup de gens qui ont peut-être qui sont incités à faire du copier-coller. Et je pense qu'il ne faut pas faire du copier-coller, il faut analyser chaque situation. Et puis, de la même manière, il faut avoir une écoute qui soit une écoute très complète. C'est-à-dire, en fait, comme je suis par ailleurs un historien du cinéma, j'aime bien Jean Renoir, et Jean Renoir disait ce qu'il y a de terrible dans le monde, c'est que tout le monde a ses raisons. Bah oui, justement. Et donc il faut les écouter. Donc, quand vous êtes dans une entreprise, que vous êtes à un certain poste, bah, il faut écouter votre management, parce que votre management, s'il décide ou s'il attend des choses, c'est pas que par caprice, c'est aussi parce que lui-même, il est soumis à un certain nombre de contraintes, et puis parce qu'il a une vision, j'espère qu'il a une vision. Mais vous avez aussi vos collaborateurs, c'est la même chose, hein, ils sont à la fois, ils ont un sens de leur mission, ils ont une existence, ils ont des enfants, enfin bon, c'est un ensemble de choses. Vos clients, c'est essentiel, c'est eux qui vous font vivre. La société civile, c'est le monde dans lequel vous existez, hein. Si d'un seul coup vous créez une usine de pesticides devant un lotissement, les gens du lotissement, ils n'avaient rien à voir avec vous, et d'un seul coup, ils ont quelque chose à voir avec vous. Donc ça crée un sérieux problème dont il faut tenir compte. Enfin bon, il y a un ensemble de choses qui fait qu'il faut avoir énormément de capteurs et écouter énormément de gens. Et donc, je pense que pour que des stratégies comme des stratégies d'engagement fonctionnent, il faut que les gens soient des éponges capables d'absorber des signaux, parfois forts, parfois faibles, très divers. Donc voilà, cette capacité d'écoute, je pense, est très importante. Et puis après, c'est un classique du management. Il faut savoir décider, proposer un plan lisible, cohérent. Enfin voilà, mais je pense que la dimension d'écoute est peut-être encore plus importante dans ce type de job que dans des jobs peut-être plus formatés. Merci Antoine, merci, le retourne, et c'est passionnant ce que vous nous dites. Merci pour ce témoignage. Merci à vous qui assistez en réel et qui avez posé des questions, et donc c'est super. Et puis ceux qui nous suivront en replay aussi, parce que je sais que vous êtes très nombreux. Moi, ce que je retiens de ce témoignage, Antoine, c'est que l'engagement, c'est pas qu'une posture, en fait. C'est vraiment une architecture, c'est des étapes, comme vous l'avez dit, c'est à la fois une vision et un CEO qui porte cette vision et qui incarne cette vision. C'est une équipe de gouvernance, en fait, entre guillemets, une équipe d'engagement, en fait, donc ça veut dire ça. C'est un projet clair et précis, une feuille de route avec des objectifs clairs, avec une feuille de route très, très claire pour qu'elle soit là. Mais qui peut quand même évoluer au gré des circonstances, hein. Bien sûr, agile. Il faut être à l'écoute, il ne faut pas être psychorigide, mais il faut avoir une forme de constance dans les objectifs, mais aussi une grande mobilité tactique, hein. Tout à fait. Il y a la vision et la tactique, en fait.
voilà, c'est toujours intéressant de transmettre. Alors évidemment, l'interaction par le digital est un peu moins chaleureuse que l'interaction Par la présence physique, oui. dans une présence physique, mais bon, je vois en tout cas dans les réactions des uns et des autres que ça a pu susciter une forme d'intérêt, et j'en suis tout à fait flatté et plein de gratitude. Voilà. Merci Antoine, merci à vous et à vous toutes. Si cette matinale a éveillé des résonances avec vos propres défis, je vous invite à poursuivre la réflexion, donc avec un échange de 30 minutes. Ça peut parfois suffire à identifier les leviers puissants pour justement mettre en place l'engagement, ancrer l'engagement dans le réel et le rendre cohérent avec vos ambitions. Donc voilà, donc vous pouvez vous connecter et vous pouvez prendre rendez-vous si vous souhaitez à la fois sur le site HMR Consulting ou sur le site de la Fabrique des Leaders Éclairés. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end qui s'annonce. Et puis, merci Antoine d'avoir témoigné avec vraiment beaucoup de professionnalisme et de cœur. On sent que l'engagement est toujours là. Et donc, voilà. Et puis, et merci d'avoir justement donné ce flambeau, en fait, pour ceux qui mènent cet engagement-là au sein de leur entreprise et qui ont besoin aussi de savoir s'ils sont dans la bonne voie ou d'échanger des pratiques. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et puis à très bientôt pour une prochaine matinale. À bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci.